Form follows function, la forme suit la fonction. La formule énoncée par l'architecte Louis Sullivan, apparue à Chicago en 1896, un moment dans l'histoire de cette ville où les conditions sociales, économiques et politiques avaient donné naissance à une nouvelle typologie architecturale, le gratte-ciel. Ce nouvel objet n'était pas le produit d'un processus de design, mais constituait une réponse empirique à une situation donnée. Cependant, bien que fonctionnels, esthétiquement, les premiers gratte-ciel n'étaient pas satisfaisants. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà visité Chicago, et il y a une visite très intéressante où on voit les premiers gratte-ciel et on voit les bâtiments changer de forme au fur et à mesure que c'est assez fascinant, je trouve. Donc, il n'était pas esthétiquement satisfaisant parce qu'il manquait justement du design, sans lequel ces bâtiments n'est constitué, je cite Sullivan, qu'un empilement stérile, un assemblage grossier et brutal, une austère et curieuse expression de conflit sans fin. C'est ce qui a conduit l'architecte à énoncer son célèbre principe « la forme suit la fonction ». Malgré son ambiguïté foncière, cette formule a non seulement constitué le pilier autour duquel la nouvelle typologie allait se développer, mais plus largement permis de structurer la pratique et la théorie du design pendant le XXe siècle. Aujourd'hui, le développement du numérique nous met face à une nouvelle rupture de paradigme. Donc, comme ce fut le cas avec la tour de bureau, ces objets, réponses technologiques à l'appel d'un nouveau faisceau de conditions, prennent corps avant que leur mode d'existence ait été suffisamment pensé. Dans La matière de l'invention, de 1889, Ezio Manzini énonce la problématique dans les termes suivants. Le progrès technique, en transformant l'objet pour le rendre intelligent, le situe sur un plan qui n'a aucun précédent culturel auquel se référer. Il échappe notamment aux instruments critiques de l'esthétique qui concernent les formes physiques. Manzini continue. Physiquement, ces objets appartiennent encore au monde des matériaux, mais leur fonctionnement, leur mode d'existence dépasse déjà la pure intervention sur la matière, car elle concerne davantage l'échange d'informations que la forme. Donc, ce passage met en évidence la manière dont l'intelligence de l'objet numérique focalise toute l'attention. Manzini nous dit que l'objet intelligent échappe aux instruments critiques de l'esthétique qui concernent les formes physiques. Pourtant, celui-ci a bien un corps, une dimension solide, appartient encore au monde des objets, et de plus en plus si l'on songe à l'engouement actuel pour les interfaces tangibles. Par ailleurs, le texte exprime de manière particulièrement claire le statut actuel des objets numériques. Leur mode d'existence concerne davantage l'échange d'informations que la forme. Je voudrais donc discuter non pas l'affirmation elle-même, mais la philosophie sous-jacente qu'elle véhicule, celle qui place tous les enjeux et puissances du numérique sur le seul plan de l'information. Donc, tout comme les architectes de Chicago à la fin du XIXe siècle, nous nous trouvons aujourd'hui à nouveau face à des objets sans forme. Tout comme eux, également, nous manquons d'une base théorique claire sur laquelle nous appuyer. Reprenons donc la question de Sullivan. Est-ce qu'à l'heure du numérique, la forme suit encore, doit suivre, a jamais suivi, peut encore suivre la fonction? Cette question amène inévitablement une autre, celle de savoir de quelle fonction on parle. Car force est de constater que les objets numériques n'ont pas à ce jour de véritables fonctions qui leur appartiennent en propre. Ces objets nous sont rendus disponibles sous le mode de technologie emballée, dont on ne sait pas quelle est au juste la véritable fonction. On demande alors à l'utilisateur de s'en saisir pour inventer des usages. Mais cette capacité d'invention apparaît elle-même conditionnée par la forme, ou plutôt le manque de forme sous lesquels ces objets nous sont présentés et les vocabulaires qui les accompagnent. Cherchant à combler l'espace resté vacant, certains commentateurs déclarent « la forme suit l'information ». Transposition de la formule qui néanmoins n'est pas sans poser quelques problèmes. Tout d'abord parce qu'elle renoue avec le malentendu qui entoure la phrase de Sullivan dès le début. En effet, la formule d'origine était « form ever follow function ». La forme suit toujours la fonction. Le sens de ce « toujours » perdu apparaît très clairement à celui qui lit le texte original. C'est une véritable loi de la forme qui est énoncée. La notion de forme pour Sullivan ne correspond en aucun cas à un habillage
pas plus que l'activité de design ne consiste à poser une parure sur l'objet pour lui donner de la valeur, comme a pu le suggérer Armand Ashwell. De même, dans l'esprit de Sullivan, la fonction d'un objet ne se réduit pas à l'usage que l'on peut faire, mais implique la manière dont celui-ci fonctionne, c'est-à-dire, comme l'a justement remarqué Joseph Reckbert, les relations intérieures de ses composants structuraux. Donc, à l'opposé des interprétations mécanicistes, la formule originale exprime une conception organique du design, dans laquelle forme et fonction viennent à l'existence en même temps et sont indissociables, tels par exemple les différents organes dans un corps animal. Ou pour le dire en d'autres termes, la forme est celle du processus qu'elle articule et rend possible. Le mode de relation entre forme et fonction n'est donc pas celui d'une séquence linéaire où la deuxième préexisterait la première. Forme et fonction constituent deux aspects d'un seul et unique phénomène. Ce que j'espère avoir mis en évidence à travers ce développement est une philosophie, celle de Sullivan, mais aussi de Moll, Inaghi, Alvar Aalto, Werner Panton et bien d'autres, dans laquelle l'activité du design est entendue essentiellement comme articulation d'un réseau de relations en vue de produire une expérience. Une approche qui, me semble-t-il, conserve aujourd'hui toute sa pertinence et permet de penser, par-delà son intérêt instrumental, la dimension proprement esthétique de l'objet numérique. Le deuxième problème soulevé par l'actualisation de la formule se rapporte à la notion d'information elle-même. Pour des raisons qui ne me sont pas totalement claires, nous sommes encore très largement incapables de penser les technologies numériques en dehors de ce cadre-là. Il convient pourtant de se demander si le véritable enjeu esthétique du design numérique est bien celui de l'information, ou si au contraire, toute cette information ne fait pas écran au potentiel poétique de ces technologies. Donc, nous sommes aujourd'hui, tout comme Sullivan à son époque, au centre d'un nouveau faisceau de conditions. L'objet numérique est devenu le foyer où convergent des forces qui nous attirent toujours ailleurs, hors de l'ici et maintenant. Le travail du designer à l'ère du numérique pourrait donc consister à canaliser ces forces, dont l'information ne constitue que la manifestation visible, en faisant émerger des formes susceptibles d'entrer en relation harmonieuse avec toutes les dimensions de la vie humaine. Cette ligne de pensée nous amène à poser la question de ce en quoi un espace augmenté, une ville augmentée, une vie augmentée peuvent effectivement consister. Avec le concept de Post-Optimal Object, le designer anglais Anthony Dunn avance quelques pistes de réflexion. La position de Dunn est la suivante. Alors que nous sommes déjà capables de produire des objets dont la performance technique et sémiotique a atteint un niveau optimal, très peu d'objets numériques visent à faciliter des modes d'habitation plus poétiques. Pardon, c'est ça. Dans un monde où, je cite Dunn, dans un monde où la praticité et la fonctionnalité sont désormais acquises, l'esthétique de l'objet post-optimal pourrait fournir des nouvelles expériences du quotidien, des nouvelles dimensions poétiques. Ce sont ces nouveaux modes d'habitation que nous devons chercher, là où se situe la véritable augmentation esthétique. Alors que la majorité des applications superposent des couches d'informations à un emplacement physique, leur faiblesse, à mon sens, réside dans le fait de ne pas prendre en compte l'interaction entre l'espace de l'application et celui de la ville. Le participant perçoit le lieu à travers le prisme de cette information qui se superpose à l'expérience sensorielle directe dont le dispositif, paradoxalement, l'éloigne. En d'autres termes, la simple fonction ne suffit pas à augmenter l'expérience de nouvelles dimensions poétiques, comme l'énonce très clairement John Dewey. Les objets de l'industrie ont une forme adaptée à leur usage particulier. Lorsque cette forme est affranchie des limites qui la subordonnent à une fin spécifique et qu'elle contribue aussi au dessin d'une expérience vitale immédiate, la forme est esthétique et cesse d'être seulement utile. Donc, pour préciser cette idée d'expérience, pour John Dewey, la notion d'expérience est liée à la présence d'une qualité unifiante et clairement identifiable
qui la définit comme telle. C'est cette qualité qui produit la cohésion entre les différentes composantes et permet de distinguer une expérience des autres faits de la vie courante. Qualité qui se doit d'être intrinsèque, c'est-à-dire une conséquence de la structure interne de l'événement considéré, et non pas introduite artificiellement de l'extérieur, comme le serait par exemple un tiroir par rapport aux objets qu'il contient. Revenons donc au dispositif d'information localisée. Objets et interfaces sont conçus, la plupart du temps, sans tenir compte de relations spatiales que pourtant ils articulent. L'expérience de l'environnement urbain se voit ainsi fragmentée entre deux niveaux distincts sans continuité sensorielle. Prenons l'exemple du décodeur urbain de JC Déco, testé dans le cadre du programme Mobilier urbain intelligent en ce moment à Paris. Promu par le fabricant comme un smartphone géant, rien dans la forme de cet objet, installé pourtant en plein cœur du Paris haussmannien au rond-point de Champs-Élysées, n'évoque une quelconque dimension parisienne. Sa forme est celle des écrans d'affichage publicitaire qui poussent actuellement un peu partout. Probablement dans le but de compenser cette faiblesse formelle, le constructeur a fait appel au designer Mathieu Lehanner pour concevoir un abri servant à la fois de support pour l'objet et de lieu de repos. Bien que l'abri lui-même, avec son allure de forêt et son toit végétalisé, ne soit pas dénué de charme, le problème vient du fait qu'il a été conçu comme une forme de packaging. Sa raison d'être étant de rendre le smartphone géant plus désirable. Aucun lien intrinsèque n'existe entre la forme de cet objet et celle de l'écran. Pas plus qu'entre l'assemblage hétérogène ainsi constitué et l'environnement haussmannien dans lequel il s'inscrit. Nous nous trouvons plutôt dans le cas du tiroir par rapport aux objets qu'il contient. Ce manque d'unité devient encore plus criant lorsqu'on regarde le contenu du smartphone géant. Des fragments d'informations en provenance de différents sites web ainsi que l'inévitable Google Maps. Pas de doute, ce dispositif ne propose pas d'expérience dans le sens de Dewey et de Dan, mais on peut s'interroger également sur son utilité fonctionnelle. Un smartphone géant a-t-il réellement sa place dans la rue? Est-ce que le fait d'introduire l'image urbaine lisse et dénuée de corps véhiculée par Google Maps dans nos vraies rues, nos vrais quartiers augmente l'espace? S'agit-il là du seul usage possible du numérique, sa seule utilité, puissance, fonction? Pour reformuler les enjeux d'une autre façon, la question se pose de savoir comment donner forme à des espaces numériquement augmentés qui soient autre chose que simple cryptage d'informations, et plus largement poser les conditions d'une véritable augmentation. Mais la difficulté dans la position critique que je porte est celle de penser une alternative qui ne soit pas simple rejet, complaisance dans la dénonciation, position à mon sens inefficace, voire contre-produisante. De ne pas nous laisser piéger dans la dichotomie technophobe-technophile, mais de chercher l'antre. Donc je vais citer Maldinet. Si la forme biologique est le lieu de la rencontre entre l'organisme et l'Umwelt, la forme esthétique artistique est le lieu de la rencontre d'elle-même et de l'espace qu'elle instaure à l'avant de soi pour s'y produire en soi plus avant. Elle est ouverture à l'espace et ouverture de l'espace. Lorsque l'augmentation est entendue uniquement comme information, comme simple renseignement, elle n'enrichit pas l'expérience spatiale mais l'appauvrit, comme le souligne encore Maldinet. La révélation originaire de l'étang ou l'ouverture inaugurale du monde, dans le sentir, n'a rien à voir avec ce capital de renseignement qu'on appelle aujourd'hui information. Là où il s'agit d'être le là du monde, il ne s'agit pas d'enregistrer des connaissances à son sujet, mais de connaître à son événement. Il s'agit dès lors d'envisager une approche paradoxale de l'information localisée dans l'espace physique qui serait de l'ordre du non informatif, ou plutôt qui ne serait pas de l'ordre du renseignement, mais qui ferait résonner l'acception originale du terme donner forme. Je tenterai donc de dégager à travers des exemples concrets quelques stratégies d'articulation de force spatiale à travers les objets numériques devenus des agents catalyseurs de situations
d'action et de mutation spatiale des producteurs d'événements. Commençons par l'exemple omniprésent aujourd'hui de Google Maps. Beaucoup a été dit sur la manière dont les systèmes d'orientation basés sur la carte appauvrissent notre expérience de l'espace urbain en nous enfermant dans l'espace étroit et abstrait de nos terminaux mobiles. Il n'en reste pas moins que l'indéniable intérêt pratique de ce type de système rend son usage de plus en plus répandu. Tout se passe comme si nous n'avions pas d'autre option que de choisir entre être guidé et être là. Dichotomie difficile où finalement les positions contestataires semblent, malgré leur intérêt, contribuer à renforcer le statut de la carte et d'un certain type de carte comme médiateur incontournable de l'expérience urbaine. Je pense en particulier aux projets basés sur l'idée de détournement, comme par exemple le Serendipity de Mark Shepard. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système pour se perdre avec Google Maps, disons. Donc ça passe encore par Google Maps. Plutôt que dans la polarisation, il me semble que la position authentiquement innovante se trouve à l'endroit où cette tension devient créatrice. Un bel exemple de cette attitude peut être trouvé dans Momo, un dispositif haptique de navigation créé par les designers new-yorkais Christine O'Friel et Che Wei Wang. Constitué d'un module GPS, d'une boussole numérique, d'une carte Arduino, 2 servomoteurs et un moteur de vibration, cet objet guide les utilisateurs uniquement à travers le sens du toucher. Il se penche, vibre et gravite pour indiquer des directions. Par ailleurs, ces attributs de surface ont été travaillés de telle sorte que, par-delà l'utilité fonctionnelle, le contact lui-même devienne une expérience sensorielle gratifiante. Dans les mots de ses créateurs, le pullover de Momo a été crocheté avec de la laine, du coton et de l'amour afin de produire une surface douce que l'on a envie de caresser. Avec Momo, l'utilisateur est libéré du plan sans pour autant renoncer à la possibilité de trouver ou de retrouver son chemin. Contrairement aux applications classiques, c'est un système d'orientation basé sur l'expérience physique de l'espace. Comme le souligne Mia Sorensen, la dernière génération d'interfaces haptiques, par exemple les écrans multitouch, les interfaces ludiques, gestuelles, les claviers tactiles, permettent de conduire les processus cognitifs à un niveau physique de base. Mais le niveau de corporalité reste encore essentiellement basé sur l'apprentissage et n'est pas complètement intuitif. Le modèle repose encore sur une approche « pense d'abord et fais ensuite », plutôt que sur l'habilité de juste agir. Ce que propose Momo est en revanche la possibilité pour l'utilisateur d'apprendre par l'expérience en créant de nouvelles opportunités de faire l'expérience de l'environnement naturel sans être contraint par des règles ou des instructions. En quoi consiste pour moi précisément cet avènement du monde évoqué par Maldinet? Lorsque l'attention produite par la coexistence de plusieurs dimensions spatiales est articulée, développée et structurée à travers le design, il fait advenir une expérience singulière à laquelle je donne le nom d'entre-espace. Cet entre-espace ne consiste pas en l'addition ou la superposition de chacune de ces dimensions, ni dans le fait d'acquérir des renseignements, même si l'information peut constituer un élément du système. À titre d'exemple, considérons l'application Walking the Edit, développée depuis 2007 par Ulrich Fischer, réalisateur suisse. Le but du dispositif est de créer des films en marchant, à partir de matériel audiovisuel préexistant. Équipés d'iPhone et de casques semi-étanches, les participants sont géolocalisés et connectés à une base de données audiovisuelle. Au fur et à mesure de la marche, l'application produit un montage de séquences, sélectionnés en fonction des paramètres tels que leur durée, leur rythme et leur thématique. Le résultat final n'est pas immédiatement disponible, ce n'est qu'une fois le parcours fini que l'on peut le découvrir. L'expérience a ainsi lieu en 2 temps, celui de la marche et celui du visionnage. Le moteur de montage fonctionne à 2 niveaux. D'une part, il est basé sur la proximité. C'est la séquence la plus proche de la position du participant qui est sélectionnée. D'autre part, et c'est ce qui fait pour moi la principale originalité du dispositif, il prend en compte la vitesse de la marche
qu'il met en relation avec la durée des séquences. À l'arrivée, l'effet de mouvement exprimé par le film ainsi monté devrait théoriquement du moins évoquer ou exprimer le rythme de la marche. Il en découle pour le participant la possibilité de marcher plusieurs fois un même chemin en produisant à chaque fois un film différent en fonction de la vitesse de son déplacement. Les films seront différents, non seulement parce que les médias utilisés ne seront plus les mêmes, mais aussi parce que l'ambiance induite par le montage, son rythme ne le sera pas non plus. Au-delà de ces applications fonctionnelles, Walking the Edit constitue une tentative d'offrir une expérience décalée du territoire tout en établissant une connexion rythmique avec le corps. La tension opère à différents niveaux, entre l'expérience directe de l'espace urbain et les diverses qualités spatio-temporelles des films, entre les points de vue du participant et ceux des caméras originales, et entre la continuité du mouvement dans l'espace et la qualité discontinue et fragmentaire des séquences éditées. Il est significatif que dans cette application, ce soit précisément la vitesse qui structure le montage par rapport au simple mouvement. Car comme le montrent Deleuze et Guattari, la différence entre mouvement et vitesse est précisément d'ordre qualitatif. Aussi faut-il distinguer la vitesse et le mouvement. Le mouvement peut être très rapide, il n'est pas pour cela vitesse. La vitesse peut être très lente ou même immobile, elle est pourtant vitesse. Le mouvement est extensif et la vitesse intensive. Le mouvement désigne le caractère relatif d'un corps considéré comme un et qui va d'un point à un autre. La vitesse, au contraire, constitue le caractère absolu d'un corps dont les parties irréductibles, atomes, occupent ou remplissent un espace lisse à la façon d'un tourbillon avec la possibilité de surgir d'un point quelconque. Donc, les deux exemples que j'ai présentés me semblent exprimer par des moyens différents le désir d'explorer les conditions sous lesquelles l'augmentation numérique ne se fait pas au détriment de l'expérience sensorielle, mais au contraire contribue à l'accentuer et à l'amplifier. C'est en cela, précisément, que ces expériences comportent une dimension proprement esthétique. Ce qui fait qu'il y a de l'art dans ces dispositifs, c'est que nous sommes nous-mêmes augmentés dans notre capacité de percevoir. Mais cette augmentation est nécessairement aussi une affaire de lâcher prise. Et c'est là où la dimension fonctionnelle devient problématique. La question de l'utilité du dispositif, elle-même liée à l'intelligibilité, voire la littéralité du message, est au centre des préoccupations des producteurs. À partir du moment où le message doit être lisible, où l'on cherche à mettre en évidence des données, de la documentation, seuls les contenus classifiables susceptibles d'être mis en rapport avec un système analytique de référence ont un sens et sont utiles. Mais qu'en est-il de l'expérience ? Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle. J'ai eu l'occasion de tester l'adaptation de Walking the Edit faite pour la Cité universitaire de Paris. Au cours de mon parcours, je me trouve sur une allée entre deux pavillons lorsque j'entends dans mes oreilles une voix d'homme dire « Sur cette façade, des arbres s'effondrent ». Je regarde immédiatement des deux côtés afin d'identifier la façade en question. Il se trouve que l'un des bâtiments est composé de deux tours associées à un volume en verre au rez-de-chaussée, alors que l'autre est une bâtisse compacte et massive en béton. À ce moment-là, je réalise non seulement qu'il ne peut s'agir que du premier édifice, mais plus profondément la fragilité de ce volume de verre, sa vulnérabilité. La voix suscite des images dans mon esprit, celle de l'arbre tombant sur la façade, brisant le verre, à travers laquelle le jeu de force impliqué dans cette composition architecturale devient manifeste. En tant que renseignement, l'information sur les arbres n'aurait eu qu'une valeur anecdotique. Mais elle agit ici comme catalyseur d'un événement sensoriel. C'est en quoi il nous augmente. Merci. Une des hypothèses que j'ai sur les belvédères aujourd'hui, le regain extraordinaire des belvédères de panorama sur la ville contemporaine, c'est le procès, mais qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date déjà du 19e siècle, et qui est la question qu'on trouve aussi chez Gracq, qui est la question de l'informe. C'est ce qui n'est pas le difforme, l'informe, ce qui n'a pas de forme. Et donc, c'est comment
qu'est-ce que la forme, qu'est-ce que l'informe? Quel est le jeu entre ce qui a une forme et ce qui n'en a pas? Et qu'effectivement, compte tenu de ce que vous dites, je crois que la solution technique, technologique n'a rien à voir là-dedans. Je vais prendre un exemple très simple d'invention esthétique, c'est Adolphe Appia, dans la mise en scène du drame wagnérien, qui invente une esthétique par rapport à une œuvre qui ne pourra se réaliser technologiquement qu'après les années 45. C'est-à-dire qu'après 45, on n'invente plus technologiquement, mais on a des moyens technologiques de réaliser ce que Appia a rêvé. Je crois qu'on est aujourd'hui dans cette situation-là, c'est ce que j'entends dans votre propos, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trouver la forme augmentée, c'est-à-dire la forme accomplie peut-être, plus qu'augmentée, peut-être venant d'un ce qui peut être jugé par ailleurs comme quelque chose d'informe, parce que peut-être que la forme c'est l'informe, une hypothèse qu'on peut faire. C'est pour ça que j'aime bien le film Paris-Texas, parce qu'il donne une forme à une sorte d'informe urbain et paysager américain. Il le poétise, il le magnifie, il l'accomplit. Donc, qu'est-ce que vous dites sur cette question de l'informe, d'autant que ce que vous disiez sur Sullivan, en fait, ce qui est assez simple, c'est que Sullivan, si on essaie de construire un gratte-ciel avec le vocabulaire du Parthénon, on va avoir un problème. Ce que j'observe, c'est que c'est peut-être aussi une réflexion qui me vient de cette formation d'architecte et toute cette histoire de la perspective qui est effectivement extrêmement prégnante. Pour moi, c'est le visuel qui fait écran à beaucoup de choses. C'est-à-dire que les choses aient une forme, on l'identifie avec l'image des choses. Mais là, ce n'est pas une question visuelle. En tout cas, ça ne s'arrête pas sur le visuel. Le visuel en fait partie, mais ce que j'essaie peut-être de faire entendre, c'est que le numérique, par exemple l'interface, c'est pas le point final de la chose, mais c'est plutôt une espèce de catalyseur de quelque chose. Donc on s'arrête à l'image de la chose, alors que la chose vraiment intéressante se passe derrière. Donc est-ce que cette forme dont je parle ici, ça peut se traduire en image? Pas toujours réellement, et c'est pour ça que quand on reste vraiment fixé sur la question de l'image, on peut trouver que ça n'a pas de forme, ou que ça en a, alors que du point de vue que j'essaye de faire entendre, ce n'est pas sur l'image, mais on a cette culture visuelle et on a cette histoire de perspective et de point de vue qui finalement est quand même quelque chose de fixe, de vraiment fixe. Et alors qu'on est passé à une situation où la fixité, bon... Mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre question? Ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du design, la solution de déco est absolument consternante. Le designer qui a c'est la moindre des choses, oui. Hein, parce que c'est une sorte d'architecture épidermique qui est une sorte d'habillage. Pourtant, oui, il est très bon. Je ne critique pas son travail en c'est packaging. C'est le packaging. Donc, je reviens à la question. C'est vrai que la notion d'image aujourd'hui est une notion qui est devenue appauvrie, parce que si on examine bien la production de l'image, la traduction d'une vision par quelque chose qu'on va appeler ensuite une image, l'image, ça peut être la couche sensible des choses. Hein. Et cette couche sensible, j'insistais sur la corrélation entre le sens visuel, le sens optique, pas visuel, optique, et le sens haptique. Hein. C'est-à-dire que si on regarde bien ce qu'on appelle la culture iconographique, elle est beaucoup plus complexe que la simplification que l'on a aujourd'hui, parce qu'on a des moyens de produire ce qu'on appelle des images. Par exemple, dans le domaine théâtral, le mot image, dans le domaine scénographique, c'est un mot qui n'est jamais utilisé par des scénographes. Les scénographes disent nous ne produisons pas des visages, des images, nous facilitons de la vision. Dans cette articulation de la vision et du sens haptique, et sans doute des autres sens aussi, mais c'est de là très 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 intimement lié. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec le numérique, loin de là. Le numérique donne peut-être les moyens d'aller plus loin, mais c'est de mon point de vue pas forcément dans le registre de l'information que ça devient vraiment intéressant, ni de l'accumulation d'ailleurs. D'abord sur l'haptique, une seule remarque. Évidemment, vous avez raison. Et là, il y a un retour d'effort, un retour de force par rapport à l'haptique. Mais il existe déjà le tactile optique dans, comment dire, chez Hegel.
Et Hegel, Benjamin, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur ça. Toute la culture. Ça, c'est déjà très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la séparation entre toucher et voir. Ça, c'est déjà très important. Et ma question, en fait, c'est une question sur ce que j'appellerais avec Bergson la déformation, qui me renvoie en fait à l'information, une formarée, et au statut que vous donnez à l'information. Et il me semble que là, votre lecture de Simondon, moi je ne la partage pas du tout, parce que vous... J'ai pas cité Simondon. Non, mais justement, peut-être que vous ne l'avez pas lu. Si, j'ai lu Simondon quand même. Et que, en fait, cette absence d'une traduction dans vos propos d'une lecture de Simondon me fait dire que j'ai l'impression que vous réduisez l'information au renseignement. Vous l'avez dit 2 fois, ce qui me semble une posture qui permet éventuellement de faire avancer votre propos, et je comprends, mais en fait, c'est pas suffisant du point de vue épistémologique, parce que la théorie de l'information, elle est très importante chez Simondon. Et pour cela, vous avez recours à 2 choses qui sont assez classiques. La notion d'expérience chez Dewey, c'est-à-dire, en fait, évidemment, l'expérience comme art chez Dewey que vous avez cité, et deuxième, et qui, à mon avis, est très intéressant, mais qui va ouvrir sur la pragmatique, mais qui va rater, à mon avis, quelque chose qui va être l'organologie, l'organicité de l'objet dans sa relation au corps. Et là, vous en avez je ne partage pas cette lecture de Dewey, en tout cas. Non, parce que chez Dewey, il n'y en a pas. Il y a une expérience qui est d'une certaine manière un mot valise. Cette expérience qui va renvoyer évidemment à une philosophie empiriste dans ses attitudes premières. J'ai pas le temps de développer, mais c'est-à-dire en fait on est sur une posture. Dewey n'est pas un formaliste. Dewey est un empiriste, sympathique, mais d'une certaine manière qui vous permet évidemment de ramener l'expérience contre cette logique de la forme versus forme-fonction. Et deuxième point que sur celui-là on passe parce que je pense qu'on ne pourra pas le deuxième point qui fait que d'une certaine manière vous réduisez le concept d'information à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire vous le simplifiez pour pouvoir le cristalliser dans une définition qui est faible, je dirais, c'est l'utilisation de Maldinet, art et existence. Parce que Maldinet, évidemment, ça va être la continuité de la phénoménologie. Et donc vous allez être d'un côté chez, en fait, les pragmatiques, c'est-à-dire Dewey, pour essayer de penser ce qui, à mon avis, reste à penser. On est d'accord sur le fait qu'il faut penser à un nouvel événement du design et qu'il y a un événement dans le retour de la corporalité, etc. etc. et ça, là-dessus, je suis absolument d'accord avec vous. Par contre, quand vous convoquez Maldinet, c'est la phénoménologie. C'est donc, en fait, une donation première. Et donc, il y a des textes de Maldinet qui restent assez classiques et avec lesquels on ne peut pas penser le statut d'information. Donc, ma question, si en fait, je suis d'accord avec vous, mais en fait, je ne suis pas d'accord, parce que vous réduisez le concept d'information à ce qui n'est pas, c'est-à-dire une lecture cybernétique de la première génération, alors même que le phénomène de transindividuation ne sont pas pensables sans en fait circulation de l'information. Et donc de ce point de vue-là, il nous faut un concept supérieur de l'information formation, de l'information déformation, d'une pensée du format. Vous voyez ce que je veux dire? D'une pensée donc tout ce qui est autour d'une logique de la forme que pour l'instant nous n'avons pas encore, mais qui nous met au travail pour arriver peut-être à ce design des existences. Et je pense que de ce point de vue-là, on partage une orientation générale. Il y a plusieurs questions dans la question. La question de l'information ne se réduit pas simplement au renseignement. Il s'avère que quand vous pratiquez le design et quand vous êtes face à des commanditaires, sous quelque forme que ce soit, c'est exactement ça qui est compris derrière le terme. Donc, peut-être que le travail serait de dire, bon, ok, qualifions ce terme réellement, et sur ça, je pense que vous avez raison. Sur les autres points, et sans vraiment pouvoir développer, je n'ai pas une formation philosophique. Sous certains points, c'est bon, une faiblesse. Sous d'autres points, je pense que c'est une force, parce que je ne me sens pas obligée de ne pas associer Dewey et Maldinet juste parce qu'ils appartiennent à des écoles philosophiques différentes. Je les lis avec une certaine approche, je sais pas, sans a priori. Personnellement, je trouve des convergences. Je me suis occupée de un peu remonter Dewey à la source, et moi je vois des points de convergence très forts. Si ça ne peut pas se justifier sur le plan académique, bon, je vais peut-être être un peu embêtée le jour où je terminerai ma thèse. Mais je pense que la notion de Dewey, ce n'est pas
de mon point de vue, vous la réduisez en réalité. Dewey développe très subtilement tous les aspects sensoriels et comment ils entrent en jeu. Et finalement, ce que moi j'en tire est que pour moi, ce n'est pas un hasard si Dewey était inspirateur de Morolee Nagy, s'il était inspirateur du Black Mountain College et tout ça. C'est un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Bon, donc on a une divergence de position. Je vais dire pourquoi. Mais est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir et vous parlerez après? Dans mon sens, nous parlons ici d'un organisme. Ça, je pense que c'est totalement cohérent avec Simondon, qui le dit lui-même. Parle de l'objet esthétique comme quelque chose qui focalise des forces. Et bon, on pourrait en discuter sur des textes concrets. Ça va rejoindre parfaitement Dewey et Morolee Nagy, qui sont tous dans la même ligne de pensée. Bon, sous ma perspective, ça le fait. Je pense qu'on est d'accord sur plein de choses, mais justement pas sur la question de l'organicité qui a été posée tout à l'heure par vous, c'est-à-dire en fait de l'organone et de cette organicité, parce que chez Dewey, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il essaye d'aller dans le corps, etc., mais sans technologie. Il n'y a pas de technologie dans la pragmatique. Non, mais... Et voilà le problème. Franck, vous avez une formation, vous êtes d'Amérique du Sud. Oui. Vous avez une formation d'architecte. Oui. Puis ensuite, vous êtes allé aux États-Unis. Oui. Vous avez travaillé sur la question du design. J'ai travaillé sur le numérique en particulier aux États-Unis. Non, parce que ce que je perçois assez bien dans ce que vous dites, moi j'entends très bien, je perçois très bien, parce que il nous arrive à l'école, nous avons, comment dirais-je, un groupement sud-américain considérable chaque année, comme étudiants venant, jamais d'Argentine, mais du Brésil, d'Uruguay, de Colombie, et je suis allé moi-même aussi en Amérique du Sud, et on voit, ça me frappe toujours beaucoup quand je vois, même si aujourd'hui ça s'est beaucoup modulé sur l'Amérique du Sud, l'impact de ce qu'a été le mouvement moderne dans l'enseignement, dans des écoles d'architecture, qu'on perçoit toujours, moi je le perçois toujours avec les étudiants venus d'Amérique, et puis ensuite le contre-pied de cette formation avec le fameuse la forme suit la fonction, qui est un peu dénaturée parce que c'est la forme suit toujours la fonction, c'est pas, ça a été caricaturé, mais on caricature toujours, parce que c'est après la forme suit... on a changé le sens, carrément. Le fiasco suit, la forme suit le fiasco, hein, parce que c'est ça après, et puis après la forme suit l'information. C'est-à-dire que vous ne parlez pas du tout des mêmes places, des mêmes cultures, des mêmes points de vue, en employant les mêmes mots. Je ne pense pas que ça passe. Je suis d'accord sur une chose, donc, effectivement, l'influence moderne est plus grande. De la communication et de la théorie de l'information et de la philosophie, et il y a une inscription dans un autre espace. Et je veux pas. Il y a une chose. Excellence, il y a tant de Sud-Américains qui viennent ici. Je suis ravie. Je pense qu'il y a sans doute une sensibilité locale. Je ne nie pas ça, au contraire. Mais je ne voudrais pas, disons, de cette étiquette, ou que ça devienne une espèce de classification. Pareil pour le mouvement moderne. Je ne suis pas là pour vous dire mes goûts personnels. Moi, j'aime plutôt Borromini, je préfère Borromini à Le Corbusier. Donc, sur ça, je ne pense pas que ces choses-là faillent les enfermer dans des cases. Je ne pense pas. Il faut mettre toutes les cases. En tout cas, effectivement, Borromini et Le Corbusier ne sont pas dans la même case. Mais Morolee et Le Corbusier ne sont pas dans la même case non plus. Donc, c'est pas aussi... Non, ce que je veux dire, ce que je relevais... C'est un point de vue. Je pourrais démontrer le contraire. En tout cas, l'argumenter. Je ne voulais pas réduire, je ne me permettrai pas. Je voulais expliquer la logique pourquoi partir de Sullivan pour arriver, on va dire, au panneau de Decaux. J'ai juste une réponse. Il y a une logique qui s'inscrit, qu'on comprend très bien, parce que l'impact du mouvement moderne dans l'enseignement dans l'Europe occidentale, il est aussi très très fort. Dans les écoles d'architecture française, l'impact du mouvement moderne et l'amnésie, par exemple sur Borromini, il est aussi très fort. Et donc ça amène une logique qui amène à se croiser vers de mêmes voies, mais pas à partir des mêmes points de départ, et pas vers les mêmes points de fuite. En tout cas, pour Sullivan, juste pour dire ça, la chose qui m'a intéressée dans le cas de Sullivan, au-delà de son discours, c'est la situation, en fait.
il manquait une forme pour ces objets. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'était un moment où il fallait trouver une forme à quelque chose qui n'en avait pas. C'est pour ça que je pars de là, à part que j'ai une certaine non pas sympathie pour Sullivan, qui pour moi a été complètement mal interprété, et on a fait de ses propos exactement l'inverse de ce qu'il voulait dire. Donc des fois ça m'arrive de vouloir le défendre un petit peu, en tout cas de dire attention, c'était pas la machine à inviter, Sullivan il avait vraiment une autre perspective. Pardon. Moi j'avais une... J'avais une question sur la documentation de l'invention. Je vais prendre un exemple. Vous savez que pour la musique du XVIIIe siècle, il y a souvent deux écoles qui s'opposent. Il y en a une qui dit que Beethoven, finalement, n'avait pas les instruments sur lesquels il rêvait de jouer sa musique, donc il faut lui mettre un Steinway. Et puis, il y a ce qu'on appelle les baroqueux qui disent au contraire, il faut retrouver les instruments d'époque pour savoir comment ils jouaient, y compris avec l'idée que les pianos portés pouvaient être limités. C'est-à-dire que c'est là qu'on revient dans la dimension haptique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, évidemment, en termes d'esthétique musicale, on peut aimer ou pas aimer les pianos forte et trouver que un Steinway c'est mieux, ou l'inverse. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a ce moment qui doit être documenté de l'insuffisance finalement de la forme en train de se constituer, qui aurait un intérêt pour nous, mais un intérêt historial. Évidemment, la question, on peut la transposer dans l'architecture, c'est-à-dire se dire que effectivement, le moment d'hésitation, finalement, quand vous montez les étages de ce bâtiment à Chicago et que vous trouvez que c'est un peu foireux parce qu'à chaque étage, ils ont changé d'avis, mais en même temps, on est en train de faire les tranches. C'est aussi ça qu'on a envie de visiter, et peut-être autant, sinon plus, que le bâtiment totalement conçu. C'est aussi ce qu'on voit, par exemple, dans les... peut-être pas dans les bâtiments baroques, mais dans des bâtiments plus anciens qui se sont construits justement de façon absolument stratifiée, où le plaisir de manger au resto-lu. Voilà. Mais alors la question la question, c'était justement de savoir comment vous vous positionnez par rapport à cet archivage, on va dire, de l'invention. Ça vous paraît peut-être une question... Est-ce que c'est intéressant? Bon, je peux dire que quand je suis allée à Chicago, j'ai adoré. C'était une expérience formidable. Et si vous y allez un jour, faites cette visite. C'est absolument unique. Donc, autant en tant que trace d'un processus, ça me paraît fascinant. Maintenant, quand on est en train de le faire, on a envie... Enfin, moi, je peux parler de mon expérience. Je ressens une grande frustration de cette étape intermédiaire qu'on n'arrive pas à dépasser, et je me sens sans cesse confrontée à la sensation que c'est quand même pas ça qu'on veut, ou qu'il doit y avoir autre chose au-delà, et que ça reste toujours sur... C'est ça ma question en fait. Est-ce que l'objet raté n'est pas finalement intéressant aussi? Pour l'étudier ou pour le faire? Pour l'étudier, non mais pas vraiment raté, mais je veux dire... Pour l'étudier, oui, pour le faire, non. Non mais pour le faire, non, mais il y a aussi toujours ce rapport qu'on a ensuite aux objets, disons, un peu anciens, dans le rapport à leur construction. Et c'est vrai que justement, cette imperfection fait aussi partie de l'intérêt aussi de ces... Oui. En réalité, par exemple, le Walking the Edit, j'ai fait le test. Je pense que dans l'état actuel, cette application, elle est très loin des intentions du réalisateur. Il le sait lui-même. Pour moi, ce n'est pas un problème, au contraire. Moi, j'ai discuté avec lui, et d'une certaine façon, je pense qu'un projet comme ça ne peut pas se faire en une fois, que c'est obligatoire, que ça doit passer par des étapes et des étapes de maturation. Est-ce que si ça marchait parfaitement du premier coup, ça ne serait pas parfaitement emmerdant, en réalité? En tout cas, ça serait beaucoup moins profond et fort que ça ne le sera quand il sera passé par plusieurs étapes d'élaboration. Ça, j'en suis convaincue, parce que c'est la complexité même de ses ambitions qui le met en échec, en tout cas du premier coup. C'est même pas possible, parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut penser à l'avance. Ce sont des choses qu'on ne pourra penser qu'après avoir essayé de les faire et les avoir ratées, je pense. C'est un peu les traces de doigts de... L'entre-espace, là, c'est une notion opératoire
assez intéressante. Moi, je rebondirais par rapport à ça sur un propos de François Cholvrier qui a beaucoup travaillé sur le nanomonde et la nanotechnologie. Et il dit justement que le contact du corps à la matière est irréversible. C'est-à-dire quand je touche une table, en fait, je modifie la structure moléculaire de la table à jamais, comme en fait les molécules de la table vont venir sur mon doigt. Et là, on n'est plus dans l'entre-espace, en fait, on est dans l'entre-matière. Totalement. À un moment donné, il y a l'organologie, en fait, réduit les choses. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une grosse différence entre l'information organique, telle qu'Umberto Eco, on parle par exemple par rapport au macadam, qui est une quantité d'information ouverte, mais qui est organique, en fait, et l'organologie, qui va en fait considérer l'organisme comme une modélisation susceptible de simulation. Et je pense que par rapport à ça, vous avez tendance, peut-être que je me trompe, à réduire la notion d'augmentation à la notion d'amplification. Non, je comprends la question qui est d'ailleurs... bon, déjà, merci pour la référence, j'irai regarder. Il y a des problèmes de termes, encore une fois. Qu'est-ce qu'on entend par organisme? Par exemple, si je lis Morley, organisme veut dire une chose. Si je lis Deleuze et Guattari, organisme veut dire autre chose. Même carrément le contraire. Et je pense que, essentiellement, ce mot, comme tant d'autres, comme information, sûrement, et on pourrait parler toute la soirée de ça, sont ambivalents, ne sont pas précis, y compris le mot fonction. Je pense que, par exemple, technique et technologie, ok, mais je ne veux pas discuter sur les termes parce que je ne pourrais pas... ce n'est pas ma spécialité. Je voudrais juste répondre à la question. Non, je ne me limite pas, au contraire, cette notion d'intermatière m'interpelle totalement. Je pense que c'est même peut-être ma préoccupation principale. Je crois que cette articulation de force dont je parlais passe essentiellement par une question de ce type-là, même si c'est assez difficile à formuler parce que un peu fuyante. Mais ce n'est pas du tout, je n'explique pas ça, au contraire, je pense que c'est totalement dans cette voie-là. Donc voilà. Pour donner une référence qui pourrait peut-être vous aider, c'est un texte de Bernard Stiegler sur l'organique, les relations entre l'organique et l'inorganique, puisqu'en fait, l'organologie générale telle que celle de la définir Bernard Stiegler, c'est-à-dire en fait une rencontre entre les corps vivants, les corps inertes, les corps techniques et donc les différents régimes de la matière, ça suppose évidemment déjà un couplage entre organique et inorganique. Et il me semble que la façon dont vous traitez l'information, parce que l'information est fondamentale dans la vie d'un organisme et dans les différentes strates de composition de la matière. Et là, je crois que en fait, votre posture, et à mon avis, on est très proche, enfin, on partage ces postures. Pour moi, c'est en fait aller même d'ailleurs à un niveau, disons, comment dire, d'augmentation, je ne sais pas, mais dans la quatrième époque de ce que j'appelle le design des existences, c'est une nouvelle relation entre organicité et inorganicité. Et que la ville est par ailleurs le lieu, l'espace dans lequel ça peut se passer, ça peut se réaliser. C'est l'être là du collectif dans la transindividuation où là ça peut se réaliser. Et je pense que de ce point de vue-là, on a des objectifs communs. Simplement dans le débat un petit peu comme ça, et je trouve que votre position est très juste et votre exposé est très bien, hein, mais c'est que le recours, vous avez en fait le recours, je dis ça parce que la revue Multitude aujourd'hui, donc vous devez peut-être connaître, il y a tout un pan de la revue Multitude qui fait un retour à Dewey. Et en fait... en tout cas, je ne me situe pas par rapport à ça. Ce retour à Dewey, c'est-à-dire en fait fondamentalement à la pragmatique est intéressante, mais il n'y a pas de pensée de l'organicité dans la pragmatique. Parce que la pragmatique, grosso modo, ça vient du langage. Même s'il y a des champs d'action qui peuvent être pris dans la relation au langage, il n'y a pas d'organologie. Et qu'en fait, on n'est pas devant une théorie générale des modes de composition, comme a essayé de le faire Deleuze d'ailleurs, hein, dans les strates, dans les compositions de strates. En tant que designer, ça a un intérêt opérationnel certain. Ça, c'est une perspective peut-être moins... mais sauf que là, vous... Non, mais Franck... Non, je défends cette possibilité. Il me sert à travailler. J'ai présenté sur designer indépendante au départ, en disant est-ce qu'il y a des designers non, mais bonne question. Non, mais ok. Oui, non, mais j'ai bien compris qu'il faut quand même que je... Voilà. Non, moi je trouve ce débat très très intéressant. Je me prépare à la soutenance. Parce que moi je ne pense pas qu'il y ait de réduction ni sur le mot d'information, ni sur le mot d'augmentation.
Simplement, les points de vue et les positions ne sont pas les mêmes. Parce qu'effectivement, le point de vue, y compris dans la lecture de Dewey, qui est quelqu'un qui inspire beaucoup, par exemple Patrick Bouchain, dans son processus, Patrick travaille beaucoup sur les processus, se dit indifférent à la forme, ce qui est assez intéressant, d'entendre Patrick Bouchain dire qu'il est indifférent à la forme, qui ne s'intéresse qu'aux processus, maintenant aux processus sociaux. Bon, on ne peut pas le croire, et c'est un grand lecteur, un propagateur de Dewey, parce que je crois qu'effectivement la question c'est celle du dessin, de dessiner les choses, de leur donner forme. Il y a l'information, la transformation, la morphogenèse. Et si on réfléchit sur Sullivan, Sullivan a été attaqué parce qu'il n'est pas ce que c'est devenu après lui. C'est-à-dire par le pas, oui. Et donc, il est lui-même complexé de ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, ni ce qu'on faisait avant, ni ce qu'on fera après. Et donc, c'est pas bon, c'est raté. Mais c'est pas raté, c'est simplement quelque chose dont on se percevra à la fois du charme aussi, parce que ça a du charme. Effectivement, quand on va dans ces villes-là, ou dans les villes américaines, on est touché par le charme de l'architecture, de cette architecture inavouée et inaccomplie, dont ceux qui la faisaient étaient déçus. Et leur déception a été confirmée par ceux qui se sont vus après, en disant, les gars, c'est comme Perret en France. L'injustice vis-à-vis d'Auguste Perret en France, ou comment il s'appelle, celui qui a fait du cinéma, le décorateur qui a fait beaucoup de décorations de cinéma, qui est un moderne, mais un moderne déclassé aux yeux de, je suis en train de chercher son nom, aux yeux du Corbusier et de toute la bande de puristes français. Un nom un peu flamand, comment il s'appelle? Tronner, non, pas Tronner. Ça me reviendra. Mais je pense que la différence de point de vue tient à la différence de position. C'est presque politique en fait, c'est-à-dire que notre espace, c'est le monde de l'optique dominé, le monde d'Amérique. Notre espace correspond au monde de l'optique dominé. En fait, on n'a pas eu cette discussion, donc je préfère vous dire, je n'ai pas discuté précisément de ça avec lui, comme ça je peux parler mon propre nom. J'essaye activement d'échapper à la perspective dans mon travail. Et ce n'est pas facile. Ce n'est même vraiment pas facile. Donc, après avoir toujours, disons, travaillé avec les images, parce que j'ai aussi fait les beaux-arts et je faisais de la peinture et je faisais de la photo, et tout ça, c'est vraiment ma formation. J'essaye de voir à quel moment cette image, elle m'empêche d'accéder à autre chose, elle fait grand pour moi. Et il y a beaucoup pour moi dans le numérique qui reste un peu bloqué sur l'image, y compris sur l'imaginaire du cinéma, qui n'est pas forcément le même si on nous a dit que tout ça c'était une extension du cinéma. Ou alors c'est vraiment un autre type de cinéma. Et bon, c'est très complexe. C'est la question de l'œuvre du produit derrière tout ça. Donc, c'est difficile quand on fait des produits de faire une œuvre. C'est ça qui il y a un problème structurel déjà. Dans l'œuvre, il y a un rapport, par exemple la touche, il y a un rapport au temps qui traverse les générations. Il y a une traçologie, il y a une générativité au sens... Totalement. Alors que dans le produit, on est déjà plus dans l'échange, presque l'échange optique aussi. Bon, ça dépend du produit. Le produit peut être une œuvre, peut-être pas le packaging, ou alors dans certains cas, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Par exemple, le Momo, peut-être qu'il faudrait le comparer aux travaux de Lydia Clark, les objets relationnels qu'elle fait. Ils sont plus du design. Je ne crois pas, mais c'est une position personnelle, je ne crois pas à cette distinction en cases art, design, architecture, tout ça. C'est pas ma perspective sur ça. Je pense qu'il y a des différences, mais elles ne se situent pas là où on les met d'habitude. C'est pas parce que les objets se vendent ou non, parce qu'ils sont ou non industriels, que c'est de l'art ou que c'est du design. Donc du coup, tout ça, est-ce que Lydia Clark c'est une référence pour moi, par exemple? Je me pose la question et je dirais qu'elle ne m'intéresse pas si c'est de l'art ou pas. Et il s'agit de créer une expérience, c'est ça ma préoccupation, en tout cas c'est ce que je recherche quand je pratique des œuvres aussi. Je veux qu'il se passe quelque chose entre moi et cet objet. Et la dimension relationnelle est différente. Pour moi, c'est plus dans la dynamique de la production que c'est différent. Parce que dans le cas du design, il y a une commande, et dans le cas de l'art, beaucoup moins. Mais
C'est faux. Ça ne se limite pas à ça. C'est tout un débat d'ailleurs. C'est un débat, mais c'est un faux débat à Foster en fait, qui fait art versus design. Il faut en sortir. Moi je ne suis pas dans celui-là. Mais il y a quand même des distinctions entre les deux. Non, moi j'y suis pas, mais c'est pas le fuir, pas. Non, mais moi je pense que c'est un débat. débat. Je ne le suis pas, c'est juste pas monopolisé, mais si vous voulez, on en discute. C'est un débat qu'il faut déplacer. Moi j'ai assisté en fait, lors d'un colloque sur le design dernièrement, à un historien de l'art qui nous a montré la naissance du marché de l'art en Inde, qui répond à une commande, par rapport à un public avec des styles d'œuvre. Il nous a fait la démonstration de la création d'un marché avec la montée des classes moyennes, et là on voit bien d'une certaine manière que là il est commande. La commande elle n'est pas directe, elle est indirecte, en fonction du coût, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire en fait au bord du désastre, pour reprendre une expression à la Blanchot, la question n'est pas du art ou design, la question c'est qu'est-ce qu'on va designer demain? Est-ce qu'on va designer que des produits qui nous rendent malheureux, ou est-ce qu'on va designer nos existences au sens d'une sculpture collective, au sens d'un avenir collectif, d'une transindividuation, d'une critique d'un artiste qui aujourd'hui, d'une modalité de l'artiste qui aujourd'hui crève, entre guillemets, tout simplement parce qu'il est étranglé par des conditions matérielles qui ne lui permettent pas de réaliser son art. Et donc là, on est sur de la sociologie. Et donc, est-ce qu'on dépasse ça dans un mouvement, entre guillemets, qui, pour moi, serait celui du design des existences, où il s'agit de se poser derrière la question de l'absence d'opposition entre un produit et, en fait, une œuvre, et peut-être qu'on pourrait produire collectivement des œuvres selon des modalités industrielles. Ça peut sembler à certains totalement délirant, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire réinventer un modèle industriel qui peut être en marche dans des courts-circuits, dans des circuits, vous voyez, il y a de l'invention à faire, et faisons de l'invention, multiplions les expériences, avec derrière, je pense, une nécessité critique, renouvelée, qui nous fait penser, évidemment, et je suis d'accord avec vous, mais qui nous fait penser en fait à l'état du monde. Et en fait, à ce qu'on avait dit aujourd'hui, le poème du monde en ouvrant hier. Et ce poème du monde, si on ne l'entend pas simplement en littérature, mais en organisation du monde, hein, en organisation poétique du monde, il me semble que c'est là notre tâche. Et que c'est une tâche qui fait qu'on ne doit pas se battre sur des mots, mais qu'on doit considérer les relations entre l'organique et l'inorganique. Et que là, on a besoin d'une organologie générale. Oui, sauf, voilà, mais pour vraiment l'enjeu de qu'est-ce qu'on doit dessiner, qu'est-ce qui se dessine, donc comment ça se dessine. On est bien d'accord. Parce que parce que c'est la question, qu'est-ce qui va se produire, quels sont les outils face à ça. On peut orienter tout ça, et on a la possibilité de le faire. Non, mais merci, parce que effectivement, je vais avoir une soutenance, il y aura sûrement quelqu'un qui me dira, mais la formation, on ne sait pas comment faire. C'est clair. Donc, il vaut mieux le savoir.